Charles Péguy est né en 1873 à Orléans et il est mort à Villeroy le 5 septembre 1914, dans les premiers jours de la bataille de la Marne. Dans cette courte vie, il a produit plus de 4000 pages. 4000 pages parues en Pléiade, c'est l'œuvre de toute une vie et c'est autour de cette œuvre, d'une vie entière, que je vais essayer d'articuler mon propos. Charles Péguy a laissé une triple image en quelque sorte. Tout d'abord une image d'Épinal, une image troublée et une image pieuse. Une image d'Épinal, c'est tout d'abord celle qui s'est cristallisée lorsqu'il est mort au front devant l'avancée allemande le 5 septembre 1914. C'est une mort célèbre, l'un des premiers intellectuels, l'un des premiers écrivains qui tombe au début de cette Première Guerre mondiale, ce qui va conduire à une sorte d'iconographie. Péguy va devenir une icône, comme le symbole de ces écrivains tombés pour la France. Une image d'Épinal donc, mais aussi une image troublée, parfois trouble, avec une légende noire, une légende colportée par certains auteurs, comme Bernard-Henri Lévy en 1981, lorsqu'il publie l'idéologie française, et qui fait de Charles Péguy une sorte de précurseur d'un fascisme à la française, toute chose évidemment fausse. C'est également le régime de Vichy qui essaye de s'emparer de cet auteur, poète, catholique, patriote, alors même qu'au même moment, Charles de Gaulle s'inspire de lui, le cite dans ses discours à Londres et explique quelques années plus tard que Charles Péguy a été l'auteur qui a le plus compté dans sa vie. Péguy aussi, parfois critiqué par la gauche pour ses attaques extrêmement dures contre Jaurès, mal compris par une droite qui ne saisit pas comment ce patriote catholique peut aussi être et demeurer un Dreyfusard attaché aux valeurs de justice sociale avec ce tempérament d'anarchiste, de libertaire, de socialiste qu'il va conserver jusqu'au bout. Image d'Épinal, image troublée, mais également une image sainte en quelque sorte. Pour tous ceux qui aiment Péguy, et pour certains même qui en adorent les textes, Péguy est porté au pinacle, porté au nu, comme une espèce de saint. D'ailleurs, aujourd'hui, Péguy est de plus en plus à la mode, au risque de neutraliser un peu son image, de l'aplanir, de manquer ce qui fait toute son œuvre, c'est-à-dire ses reliefs, ses angles, car si Péguy a d'immenses qualités, il a aussi de grands défauts qui donnent tout le sel à son travail, à la manière dont il a conduit sa courte vie et surtout la revue qu'il a fondée en 1900, Les Cahiers de la Quinzaine. Péguy est tout sauf de la platitude. Et ce que je voudrais évoquer aujourd'hui devant vous, c'est à quel point Péguy peut être l'auteur d'une vie. L'auteur d'une vie au sens où lui-même écrit sur sa propre vie et comment il peut, de manière très profonde, très intense, saisir quelqu'un, un lecteur, et l'accompagner tout au long de sa vie à travers ses écrits. Péguy nous a laissé une œuvre considérable. Je l'ai dit tout à l'heure, 4000 pages de Pléiade, sans compter les lettres, les correspondances qui sont très nombreuses. C'est un auteur qui est à la fois un poète, un auteur de pièces de théâtre, d'essais, c'est un journaliste, c'est un philosophe, un théologien, un historien, un critique littéraire. Il n'a pas touché à l'art romanesque, contrairement à Albert Camus, dont il est proche par certains aspects, et j'y reviendrai, ce qui explique sans doute qu'il est moins facile d'accès qu'un certain nombre d'auteurs qui ont marqué le XXe siècle. Péguy a fait un travail de forçat, de forcené pendant à peu près une quinzaine d'années, de la fin du XIXe siècle à 1914. Et l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que cette espèce de caractère prolifique, avec une œuvre qui a su conserver toute sa valeur au fil du temps, l'hypothèse que l'on peut faire, c'est qu'il est un auteur absolument génial au sens propre du terme. Difficile d'expliquer comment il a pu atteindre un tel niveau dans son art, dans sa création, sans faire cette hypothèse du génie. L'œuvre de Péguy est un continent à explorer, un continent profus, un continent touffu, mais jamais confus. Et c'est une œuvre qui peut parfois désorienter,
où il est parfois difficile de trouver son chemin parce qu'elle est complexe tout en étant extrêmement limpide. Par ailleurs, il faut accepter aussi l'inconfort de son style, de son propos. Peggy, c'est quelqu'un qui ne vous laissera jamais tranquille, avec lequel il faut parfois se bagarrer pour saisir toute la complexité, toute la force, toute la profondeur de son œuvre à travers ces longues phrases qui se multiplient et qui se succèdent les unes aux autres. Et peut-être faut-il un guide, et très modestement, c'est ce que je vais essayer de faire ici par une approche qui est personnelle, parce que parler de Peggy, vous le découvrirez, c'est toujours un peu parler de soi. Jacques Julliard avait l'habitude d'écrire que à chacun son Peggy, en quelque sorte. Je l'ai dit tout à l'heure, Peggy est un philosophe, un journaliste, un théologien, un critique, un poète, un pamphlétaire. Il est aussi socialiste, patriote, chrétien, anarchiste, dreyfusard particulièrement. Il est tout cela et plus encore, et cette prolifération peut parfois nous laisser un peu perdus. Je crois que si on veut le comprendre, si on veut vraiment saisir ce qu'il est et son œuvre, il faut voir en lui un écrivain et plus encore un créateur et même un artiste dont l'expression passe par les mots, par le langage. Au-delà même de ses idées, de sa pensée, de ses coups de gueule littéraires, de sa capacité à assassiner par les mots un adversaire et parfois avec une très grande tendresse à parler de ses amis, il faut voir en Peggy un artiste, le créateur d'un monde, et c'est pour ça qu'au cours de ce moment, je voudrais vous lire certains de ses textes pour en saisir toute la portée. Qu'est-ce qu'un créateur ? En réalité, un créateur, je crois que c'est quelqu'un qui arrive à coordonner, à conjuguer, à marier ensemble le singulier et l'universel. Et Peggy, de ce point de vue, est particulièrement impressionnant parce qu'à travers son parcours, sa manière de parler de lui-même, sans en avoir l'air justement, il arrive à partager une expérience fraternelle, une expérience humaine qui est tout à fait universelle. En cela, on peut penser à Pascal, on peut penser à Montaigne, dont je cite cette phrase célèbre, qui se connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Et quand on cite cette phrase de Montaigne, on pense à celle de Peggy, qui est en quelque sorte une phrase miroir. Peggy écrit « Je suis homme, et rien de ce qui est inhumain ne m'est concitoyen ». D'une certaine manière, les deux auteurs recherchent ce que peut être l'humaine condition et sa face noire, qui est l'inhumaine condition contre laquelle Peggy ne va avoir de cesse de se battre tout au long de sa vie à travers son œuvre. Conjuguer le singulier et l'universel, c'est ce que Peggy fait dans son œuvre, qui apparaît parfois très lié aux événements, à l'actualité, très politique, dans ses pamphlets, dans ses essais, dans sa manière d'évoquer l'actualité de son époque. Mais en réalité, toute l'œuvre de Peggy est comme une espèce de journal intime, comme une confession qu'il n'a de cesse toute sa vie d'annoncer et qu'il n'aura pas l'occasion d'écrire, puisqu'il meurt à 41 ans devant les troupes allemandes. Peggy, c'est aussi un style, et c'est en cela que son œuvre est très personnelle. C'est un flux, c'est un fleuve fait d'apparentes répétitions qui n'en sont jamais, de digressions. Peggy parfois part sur un sujet et puis d'un coup s'arrête à partir d'un mot, d'une expression, et écrit 10, 20, 30, 40, voire 50 pages sur un sujet tout autre pour revenir au sujet initial. Et cette longue digression peut vous perdre à un moment donné, mais à la fin, vous en comprenez le sens et pourquoi Peggy est passée par ce chemin qui n'a rien d'un chemin court-circuit en quelque sorte. Car Peggy, c'est l'esprit qui vagabonde, qui saute du coq à l'âne, et apparemment, on peut parfois avoir le sentiment qu'il se perd, et qu'il nous perd avec lui, mais en réalité, sa pensée est très structurée. Et ces mots qui s'accumulent, qui s'alignent les uns après les autres, forment à la fin un tableau tout à fait étonnant qui vous amène toujours à un endroit que vous n'attendiez pas
à l'origine. Péguy, c'est un flux de pensée, c'est un flux d'écriture, c'est un flux de mots, c'est un flux de conscience tel qu'on peut le lire par exemple chez Montaigne encore une fois, ou chez Virginia Woolf, qui a évidemment porté cette idée à sa plus belle essence. Péguy ne rature jamais, dit-il, il dit « il ne faut jamais raturer, il faut écrire un nouveau livre ». Et c'est cette pensée qui se traduit par des mots au fil de la plume que l'on voit en action sans cesse. C'est ce qui, moi, me conduit à considérer que Péguy, cet esprit singulier et universel, est un écrivain primordial, comme les plus grands écrivains du XXe siècle ou des siècles précédents. J'ai cité Montaigne, mais il faut évidemment citer Pascal, qui est un auteur de référence pour Péguy, mais on pourrait ajouter, parmi ces auteurs mondes en quelque sorte, Kafka, Joyce, Proust, Pessoa, parmi d'autres. Et Péguy a toute sa place dans ce cénacle. Rien de ce qui est humain lui est étranger. Et je voudrais m'attarder un instant sur un aspect particulier de son œuvre qui est l'aspect politique. Même si je prendrai d'autres éléments à la fin de ce propos, je crois qu'il est utile d'insister sur cette pensée politique de Charles Péguy parce qu'elle illustre ce qu'il a été et qu'elle illustre parfaitement la manière dont il s'est engagé dans sa jeune vie, la manière dont il a conçu son œuvre, à la fois ses écrits personnels, mais également sa revue Les Cahiers de la Quinzaine. Ce qui est à l'origine de la vie de Péguy, c'est son engagement socialiste, libertaire, anarchisant, et son engagement pour Dreyfus, alors qu'il est un jeune étudiant encore à l'école normale supérieure. Il s'engage pour Dreyfus, pour prouver son innocence, n'hésitant pas à faire le coup de poing contre les étudiants d'extrême droite qui descendaient de la faculté de droit pour aller se battre contre les étudiants dreyfusards, à tel point que Péguy a même fini un jour au poste de police après ce genre de risque. Et puis par ses écrits, il prend fait et cause pour Dreyfus, non seulement au moment de l'affaire Dreyfus, à la toute fin du XIXe siècle, mais également pendant toute sa vie, avec ce grand texte notamment en 1910, Notre jeunesse, où Péguy exprime sa fidélité à ce combat pour Dreyfus, sa fidélité à une certaine idée de l'honneur de la France, et ce combat pour la justice et la vérité. Si l'on veut bien comprendre quel est le rapport au monde qu'articule Charles Péguy pendant toute sa vie et son œuvre, je crois qu'il faut partir de trois valeurs qui sont absolument cardinales chez lui. La justice, la liberté et la vérité. Il y a tout d'abord, à l'origine de son engagement, une sorte de révolte intérieure qui, là encore, le rapproche d'Albert Camus. Ils sont très proches par plusieurs aspects. Ils ont été élevés tous les deux par leur grand-mère, leur mère, dans un milieu pauvre pour Péguy, dans un milieu misérable pour Camus, orphelins de père chacun, et s'engageant pour une certaine idée de la justice, de la vérité et de la liberté. Pour Péguy, le scandale absolu, c'est la misère. La condition humaine est absolument entachée par la misère économique qui conduit à la misère morale, et il souhaite lutter contre cette damnation terrestre qui renvoie, et il va développer ce propos lorsqu'il redeviendra chrétien autour de 1908, à la damnation éternelle dans l'univers théologique. Pour lui, c'est un absolu scandale contre lequel il faut absolument combattre. Et je voudrais, pour illustrer mon propos, vous lire un très beau texte de Charles Péguy qui s'appelle De Jean Coste et qui est paru en 1902 et qui illustre tout à fait cela. Je le cite. « L'enfer est de la mort éternelle. Or, quand nous parlons de l'enfer social ou de l'enfer économique, les hommes de littérature, les hommes de gouvernement, les députés, les journalistes, les perpétuels candidats peuvent croire sincèrement, autant qu'ils peuvent être sincères, que nous employons avec eux une métaphore théâtrale, romantique, outrée, commode, inexacte, électorale pour tout dire. C'est ainsi en effet qu'insoucieux ou ignorants de la réalité, ils emploient la même expression. Ils disent un enfer social comme ils disent du concurrent qu'il est un immonde apostat. Ces mots n'ont pas de conséquences. Mais ce ne serait pas la première fois qu'une expression profondément populaire serait détournée par les politiciens de son sens profond et plein, utilisée d'une utilisation fade et vide.
Ici encore, le langage exact, le sens profond appartient au peuple et aux écrivains, par-dessus la tête creuse de la plupart des parlementaires de langue et des parlementaires de plume. Quand un candidat parle de l'enfer social, économique, il veut dire une situation où on ne se trouve pas bien. Quand le peuple dit que la vie est un enfer, il garde au mot son sens exact premier. Quand avec le peuple, ou vraiment dans le peuple, nous parlons d'enfer, nous entendons exactement que la misère est en économie, comme est l'enfer en théologie. Le purgatoire ne correspond qu'à certains éléments de pauvreté, mais la misère correspond pleinement à l'enfer. L'enfer est l'éternelle certitude de la mort éternelle, mais la misère est pour la plus grande part la totale certitude de la mort humaine, la totale pénétration de ce qui reste de vie par la mort, et quand il y a incertitude, cette incertitude est presque aussi douloureuse que la certitude fatale. Et Péguy poursuit un peu plus tard, toujours dans le même texte de Jean Coste, le devoir d'arracher les misérables à la misère et le devoir de répartir également les biens ne sont pas du même ordre. Le premier est un devoir d'urgence, le deuxième est un devoir de convenance. Non seulement les trois termes de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, ne sont pas sur le même plan, mais les deux derniers eux-mêmes, qui sont plus approchés entre eux qu'ils ne sont tous deux proches du premier, présentent plusieurs différences notables. Par la fraternité, nous sommes tenus d'arracher à la misère nos frères, les hommes. C'est un devoir préalable. Au contraire, le devoir d'égalité est un devoir beaucoup moins pressant. Autant il est passionnant, inquiétant de savoir qu'il y a encore des hommes dans la misère, autant il m'est égal de savoir si, hors de la misère, les hommes ont des morceaux plus ou moins grands de fortune. Je ne puis parvenir à me passionner pour la question célèbre de savoir à qui reviendra dans la cité future les bouteilles de champagne, les chevaux rares, les châteaux de la vallée de la Loire. J'espère qu'on s'arrangera toujours, pourvu qu'il y ait vraiment une cité, c'est-à-dire pourvu qu'il n'y ait aucun homme qui soit banni de la cité, tenu en exil dans la misère économique, tenu dans l'exil économique, peu importe que telle ou telle situation. De bien d'autres problèmes solliciteront sans doute l'attention des citoyens. Au contraire, il suffit qu'un seul homme soit tenu sciemment, ou ce qui revient au même, sciemment laissé dans la misère, pour que le pacte civique tout entier soit nul. Aussi longtemps qu'il y a un homme dehors, la porte qui lui est fermée au nez ferme une cité d'injustice et de haine. Voyez ici à quel point Péguy veut se maintenir dans ce qu'il appelle l'axe de détresse. Toute sa vie, il a voulu faire face à ce qui était l'inhumaine condition, la misère, pour pouvoir mieux la dénoncer et la combattre. Car pour lui, le maintien d'un seul homme dans la misère est une rupture du pacte civique et le témoignage que la cité n'existe pas réellement. Ce qui va le conduire à des choix personnels, alors qu'il est un brillant étudiant, qu'il est élève à l'école normale supérieure et qu'il a une voie professionnelle tout tracée dans l'enseignement. Il va rompre avec cela, avec ce confort annoncé, pour pouvoir mener le combat par ses écrits, par ses idées et par la revue Les Cahiers de la Quinzaine qu'il va fonder en 1900. Il va faire le choix de ne pas parvenir, ce refus de parvenir qui existe à l'époque beaucoup chez les anarchistes, les libertaires, et avec la volonté du militantisme de ne jamais se soumettre cependant à la discipline, notamment à la discipline intellectuelle. Tout cela va avoir un prix. C'est le prix de l'inquiétude, le prix de l'absence de tranquillité, pour reprendre un mot de Fernando Pessoa, le prix de l'intranquillité, et Péguy va se maintenir sans cesse dans cette intranquillité. Il y a là une sorte de dimension presque christique d'une certaine manière, pour pouvoir partager les peines et accorder à chacun une espèce de sympathie universelle. Ceci va parfois le conduire à une forme de désespoir avec la tentation, sans tentative, de suicide. Mais à partir de 1907-1908, Charles Péguy va retrouver la foi et l'espérance, la petite fille espérance, comme il l'écrit, qui va
contrecarrer ces moments de détresse importants liés à des difficultés personnelles également, matérielles, car la tenue de sa revue, les cahiers de la quinzaine, vont souvent le placer devant de grandes affres en matière financière. Peggy va faire le choix aussi de l'intransigeance, à tel point que le grand essayiste George Steiner le comparait à un Achille en colère, sans cesse en train de combattre, de se positionner contre les injustices qu'il perçoit. Pour revenir à la question de la politique, qui est essentielle et qui nous montre à quel point Peggy peut être encore actuelle, il me semble essentiel de considérer qu'il pense en politique. C'est-à-dire qu'il considère, pour reprendre la phrase célèbre d'Aristote, que l'homme est avant tout un animal politique et qu'on ne peut penser l'humaine condition sans penser la condition politique. C'est-à-dire le rapport aux autres, le rapport à la communauté, le rapport également à l'histoire et le rapport au monde. Et en cela, Peggy est extrêmement actuelle, je l'indiquerai tout à l'heure. Je reviens aux 3 valeurs essentielles de Charles Peggy: la liberté, la vérité et la justice. La liberté, c'est tout d'abord celle d'un socialiste anarchisant qui s'inspire beaucoup de Proudhon, un auteur très important pour ce qu'on appelle la deuxième gauche, qui refuse une autorité absolue de l'État, qui a confiance dans les individus et qui s'insurge contre l'ordre bureaucratique qui écrase les personnes et qui s'insurge également contre la centralisation. C'est un phénomène moderne bien connu sur lequel Peggy va écrire quelques pages absolument limpides et très éclairantes, dont je voudrais vous citer un extrait tiré d'un texte de 1907 où il compare ce qui fut au XIXe siècle la barricade et ce qu'il advient le guichet. Je le cite. La barricade n'est plus aujourd'hui le grand instrument social et politique, le grand appareil de gouvernement ou de révolution, le grand appareil de discernement. Ce n'est plus la barricade aujourd'hui qui discerne, qui sépare en deux le bon peuple de France, les populations du royaume. C'est un beaucoup plus petit appareil, mais infiniment plus répandu, surtout aujourd'hui qu'on nomme le guichet. Quelques cadres de bois, plus ou moins mobiles, un grillage métallique, plus ou moins fixé, font tous les frais d'un guichet. C'est pourtant avec cela, c'est avec ce peu que l'on gouverne la France très bien, format bon ordinaire, au lieu qu'il faille des tonneaux et même des barriques, et si j'ai bonne mémoire, des omnibus, presque des immeubles, pour faire une barricade. C'est même sans doute pour cette raison que finalement, c'est du moins une des raisons pour lesquelles vraisemblablement, il est finalement venu au monde beaucoup plus de guichets qu'il n'était jamais poussé de barricades. C'est que c'était peut-être plus facile à faire. Il suffit d'avoir été soi-même à acheter des timbres ou payer ses impôts, que nous nommons contributions, et de comprendre un peu, de savoir un peu lire ce que l'on fait, pour avoir soi-même découvert cette vérité de fait élémentaire. Nous n'avons plus aujourd'hui la barricade discriminante. Nous avons le guichet discriminant. Il y a celui qui est derrière le guichet et celui qui est devant. Celui qui est assis, derrière, et ceux qui sont debout, devant, ceux qui défilent devant, comme à la parade, en on ne sait quelle grotesque parade de servitude librement consentie. Là est la grande, la vraie séparation du peuple de France. Et je poursuis. Tous ces hommes, tous ces partis qui se battent, ou qui font semblant de se battre, je les reconnais aisément pour ce qu'ils sont. Je les connais depuis longtemps pour un grand, pour un immense, pour un seul parti. Tous, ils appartiennent au même grand et unique parti qui est le parti de ceux qui sont de l'autre côté du guichet. Du bon côté, selon eux. Tous, ils appartiennent au même grand et seul parti de la bureaucratie. Ceux qui sont y tiennent, ceux qui n'y sont plus ne demandent qu'une chose, qui est d'y revenir. Ceux qui n'y sont pas encore ne demandent qu'une chose, qui est d'y venir. Ils se battent entre eux, mais ils ne se battent que derrière le guichet. On ne se battra jamais à travers le guichet, parce qu'alors, ce serait sérieux.
Donc vous le voyez, Péguy a une conscience extrêmement forte de ce grand mouvement qui sera décrit par des auteurs comme le sociologue Max Weber, qui est la bureaucratisation de nos sociétés. Et il aura d'autres textes que je ne vous lirai pas, où il pressent ce que va être le totalitarisme, c'est-à-dire l'État porté à son ultime pouvoir pour contraindre les individus et réduire à néant leur personnalité et les libertés qui l'accompagnent. Cette liberté à laquelle Péguy aspire, pour lui et pour les autres, c'est aussi la liberté de penser, le refus de se soumettre à la discipline partisane, intellectuelle, la discipline de la mode. Péguy a rompu avec le Parti socialiste en 1900 parce que ce Parti socialiste, qui était très divisé, qui était en train de s'unir, voulait imposer aux organes de presse du mouvement une sorte de discipline intellectuelle. Péguy ne peut accepter cela et au nom de la liberté, il va créer les Cahiers de la Quinzaine pour pouvoir dire la vérité en toute liberté sans se soumettre au cadre du parti. Au risque d'ailleurs, avec cette liberté, de penser contre soi-même, de penser contre son pain, quand la réalité vous apporte un démenti à vos présupposés. La vérité, c'est l'essentiel également pour Charles Péguy. C'est le rejet de la discipline, je viens de le dire, et cette vérité, il l'a illustrée dans ce texte manifeste qui ouvre les Cahiers de la Quinzaine le 5 janvier 1900, et dont je voudrais vous lire aussi un court extrait. Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste, voilà ce que nous nous sommes proposés depuis plus de 20 mois, et non pas seulement pour les questions de doctrine et de méthode, mais surtout pour l'action. Nous y avons à peu près réussi. C'est la discussion qui est entièrement libre pour toutes les questions de doctrine et de méthode. Qu'est-ce qu'une liberté de discussion qui n'emporte pas avec elle une liberté de décision ? Dans ma ville de province, les conservateurs m'interdisaient parce que je devenais républicain. Les catholiques m'interdisaient parce que je devenais libre-penseur. Les bonnes gens m'interdisaient parce que je faisais de la politique. C'est ainsi qu'ils nomment l'action. Les bourgeois m'interdisaient parce que j'étais socialiste. Plus tard, les antisémites m'interdirent parce que j'étais dreyfusard. Il se peut que le Parti socialiste, un jour, m'interdise parce que je suis anarchiste. Et je ne désespère pas qu'un jour plus tard, quelque anarchiste ne m'interdise parce que je suis bourgeois. Cela ne tire pas à conséquence. Donc vous voyez, Charles Péguy n'est jamais là où on l'attend et il se fait un honneur de n'être jamais là où on l'attend, sauf au point ultime qui est celui de la vérité. Pour connaître cette vérité, ou essayer de la connaître, il faut faire œuvre de lucidité. Et ça, c'est aussi un élément tout à fait essentiel dans l'œuvre de Péguy et dans sa manière d'être, de penser avec cette phrase célèbre que l'on lit maintenant très souvent. Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. La lucidité, c'est accepter la réalité telle qu'elle est. L'événement, lorsqu'il arrive, qu'il vous tombe dessus de manière brusque, alors que vous aviez une idée toute faite de ce qu'était la réalité, l'événement surgit, et ce qui semblait être le cours naturel de l'histoire, tout à coup, s'en trouve perturbé. Le véritable intellectuel, le véritable penseur, le véritable individu, la véritable personne, doit accepter ce surgissement de l'événement qui, à ce moment-là, vous conduit, vous impose une forme de lucidité pour atteindre la vérité. C'est dans ce flux qui est inspiré à Péguy également par son grand maître, le philosophe Bergson, qu'il va essayer de se plonger tout au long de son œuvre. Enfin, la dernière grande valeur à laquelle il est attaché, après la liberté, après la vérité, c'est la justice, je n'y reviens pas, c'est son engagement aux côtés de Dreyfus, mais c'est également la justice sociale, sa lutte contre la misère et contre tout ce qui peut porter atteinte à la dignité humaine, c'est aussi la volonté de rendre justice aux peuples opprimés. Charles Péguy a mené des combats extrêmement forts contre l'oppression, par exemple, des Arméniens, les massacres qu'ont subis les Arméniens dès 1894-1996 par l'Empire ottoman, annonçant le génocide de 1915. Charles Péguy s'engage également aux côtés des Juifs qui subissent des pogroms en Russie, aux côtés des peuples colonisés, notamment au Congo,
aux côtés des Polonais, aux côtés des Finlandais qui subissent le joug des Russes, sans cesse, il appelle à une forme de justice qui doit être respectée dans tous ses aspects. Je voudrais évoquer un moment également ce lien que Péguy, puisque l'on parle de politique, a avec la démocratie. Un lien parfois ambigu, parfois ambivalent. Charles Péguy est très critique à l'égard des mœurs de la Troisième République, des députés, des sénateurs, des politiciens, et notamment à l'égard de celui qui fut à un moment donné son grand homme et avec lequel il a rompu de manière extrêmement violente, qui fut Jean Jaurès, pour des raisons sur lesquelles nous pourrions revenir. Charles Péguy a pourtant écrit un des plus beaux textes sur les élections, que j'ai souvent plaisir à lire devant des classes de lycéens ou des étudiants pour les inciter à aller voter. Je vous livre ce texte qui est paru en 1910 dans Notre jeunesse. Ces élections aujourd'hui vous paraissent une formalité grotesque, universellement menteuse, truquée de toutes parts. Et vous avez le droit de le dire, mais des hommes ont vécu, des hommes sans nombre, des héros, des martyrs, et je dirais des saints. Et quand je dis des saints, je sais peut-être ce que je dis. Des hommes ont vécu sans nombre, héroïquement, saintement, des hommes ont souffert, des hommes sont morts. Tout un peuple a vécu pour que le dernier des imbéciles aujourd'hui ait le droit d'accomplir cette formalité truquée. Ce fut un terrible, un laborieux, un redoutable enfantement. Ce ne fut pas toujours du dernier grotesque, et des peuples autour de nous, des peuples entiers. Des races travaillent au même enfantement douloureux, travaillent et luttent pour obtenir cette formalité dérisoire. Ces élections sont dérisoires, mais il y a eu un temps héroïque où les malades et les mourants se faisaient porter dans des chaises pour aller déposer leur bulletin dans l'urne. Elle a été préparée par un siècle d'héroïsme, non pas d'héroïsme à la manque, d'un héroïsme à la littéraire, par un siècle du plus incontestable, du plus authentique héroïsme, et je dirais du plus français. Dans ce texte, on voit toute l'ambivalence de Péguy qui est à la fois très critique à l'égard des mœurs de son temps, de cette République qu'on a pu qualifier de radicale au début du XXe siècle, et en même temps, il mesure toute la portée forte de ce qu'est la démocratie. Pour autant, il n'est pas populiste. L'un des aspects très essentiels dans l'œuvre de Péguy et qui est constant tout au long de sa brève vie, c'est la dénonciation du populisme, de la démagogie. Il n'y a rien de pire pour lui que ces démagogues qui essayent d'amener le peuple vers l'absence de raison, vers l'émotion à tout prix et qui à la fin ne cessent de le tromper et de le pousser vers ses mauvais penchants. Péguy fait un véritable éloge de la raison qui pour lui est absolument ce qui doit guider dans la vie, mais en particulier dans la vie politique. Et à cet égard, je voudrais vous lire aussi un texte tiré d'un très bel ouvrage de Charles Péguy qui s'appelle « De la raison » et qui date de 1901. Où il démontre justement que la raison est une valeur en soi et qu'elle ne doit pas être subordonnée à d'autres autorités. La raison ne procède pas de l'autorité gouvernementale. C'est donc trahir la raison que de vouloir assurer le triomphe de la raison par des moyens gouvernementaux. C'est manquer à la raison que de vouloir établir un gouvernement de la raison. Il ne peut y avoir, il ne doit y avoir ni ministère, ni préfecture, ni sous-préfecture de la raison, ni consulat, ni proconsulat de la raison. La raison ne peut pas, la raison ne doit pas commander au nom d'un gouvernement. Faire ou laisser opérer par un préfet des perquisitions dans la chambre d'une institutrice, quand même le préfet serait un préfet républicain, quand même l'institutrice ne serait pas une institutrice républicaine. Ce n'est pas attenter à la liberté seulement, c'est attenter à la raison. La raison ne demande pas, la raison ne veut pas, la raison n'accepte pas qu'on la défende ou qu'on la soutienne ou qu'on agisse en son nom par les moyens de l'autorité gouvernementale. En aucun sens, la raison n'est la raison d'État. Toute raison d'État est une usurpation déloyale de l'autorité sur la raison, une contrefaçon, une malfaçon. Plus loin, il écrit « La raison ne procède pas de l'autorité démagogique. Ameuter les peuples, lancer les foules est un exercice d'autorité non moins étranger à la raison que d'amasser quelques majorités, de lancer quelques régiments.
Nous sommes aujourd'hui sous le gouvernement de la démagogie beaucoup plus que sous le gouvernement de la démocratie. Les tribuns, les avocats et les journalistes nous gouvernent lourdement. Libres de la monarchie, de l'oligarchie, de la démocratie, gouvernement régulier, la raison est libre aussi de la démagogie, gouvernement de fait. Elle n'est pas plus soumise aux nouveaux courtisans qu'elle n'était soumise aux anciens. Ni les manifestations de la rue, ni les manifestations des meetings ne valent au regard de la raison. La raison ne monte sur aucun tréteau. Les mouvements des masses ne pèsent pas plus que les révolutions de palais. Le peuple abusé ne peut pas faire que la raison ne soit pas la raison et que la déraison devienne la raison. La foule abusée ne peut pas plus que ne pouvait le monarque abusé. Le peuple n'est pas souverain de la raison. Enfin, je poursuis le même texte après avoir critiqué la raison d'État et la démagogie et le peuple forcené en quelque sorte, conduit par les populistes. Péguy fait une critique très forte de ce qu'on a appelé le quatrième pouvoir, des médias qui a beaucoup de résonance là aussi aujourd'hui. Je le cite. La raison ne procède pas plus des autorités officieuses que des autorités officielles. Ni le publicité, ni le journaliste, ni le tribun, ni l'orateur, ni le conférencier ne sont aujourd'hui de simples citoyens. Le journaliste qui a 30 ou 50 ou 80 milliers de lecteurs, le conférencier qui a régulièrement 12 ou 1500 spectateurs exerce en effet, comme le ministre, comme le député, une autorité gouvernementale. On conduit aujourd'hui les lecteurs comme on n'a pas cessé de conduire les électeurs. La presse constitue un quatrième pouvoir. Beaucoup de journalistes qui blâment avec raison la faiblesse des mœurs parlementaires feraient bien de se retourner sur soi-même et de considérer que les salles de rédaction se tiennent comme les parlements. Il y a au moins autant de démagogie parlementaire dans les journaux que dans les assemblées. Il se dépense autant d'autorité dans un comité de rédaction que dans un conseil des ministres, et autant de faiblesse démagogique. Les journalistes écrivent comme les députés parlent. Un rédacteur en chef est un président du conseil, aussi autoritaire, aussi faible. Il y a moins de libéraux parmi les journalistes que parmi les sénateurs. Et il poursuit comme ça sur une page entière. Vous voyez à quel point cette force du verbe chez Péguy a des résonances dans la situation que nous pouvons vivre aujourd'hui dans notre pays ou bien ailleurs. Derrière tout cela, ce qui fait l'unité de la pensée politique et de l'action de Péguy, c'est qu'il est avant tout un républicain. Péguy, c'est avant tout la République. Mais qu'est-ce que la République ? La République, c'est un héritage et c'est un horizon. C'est l'idée d'une émancipation individuelle possible et d'une capacité à vivre ensemble. Le singulier, encore une fois, et l'universel, comme en littérature, mais cette fois en politique. Péguy est le héros de la République, à la fois son combattant et en même temps celui qui porte au plus haut les mots où il exalte le triomphe de la République. C'est évidemment l'auteur dans notre jeunesse de cette idée de la mystique républicaine qu'il a illustrée par cette citation célèbre. La mystique républicaine, c'est quand on mourait pour la République. La politique républicaine, c'est à présent qu'on en vit. Cette idée d'une dégradation inéluctable entre la mystique, la fidélité à certains idéaux, à une source, et la dégradation en quelque sorte fatale vers ce qu'il appelle la politique, c'est-à-dire grosso modo la démagogie et un refus d'exercer noblement ce qui devrait être la politique pour lui. Ça ne veut pas dire que Péguy rejette absolument les pratiques politiques. Il a conscience qu'il faut mener une action publique avec les moyens classiques de l'action politique. Mais ce qu'il regrette particulièrement, c'est ce monde qui vit de manière close. Il dénonce par exemple la façon dont les lois sont écrites, avec quelque chose qui a encore beaucoup de résonance aussi aujourd'hui. Il indique ainsi que les parlementaires font des lois en langage parlementaire, le peuple les met en œuvre en langage français. Il y a là aussi une dénonciation de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les éléments de langage, de la communication, de cette capacité à prononcer des mots qui n'ont plus de sens, qui sont vides de toute réalité. Et dans beaucoup de textes de Péguy, il y a cette critique très forte de ces mots creux qui semblent aujourd'hui malheureusement être le standard.
La République, pour Péguy, c'est à la fois un esprit public et un espace public qu'il a essayé, d'une certaine manière, de reconstituer dans sa revue Les Cahiers de la Quinzaine, en accueillant des gens qui étaient proches de lui, mais également des gens qui ne pensaient pas comme lui, pour constituer un espace, une communauté, ce qu'il appelle une amitié, une cité, en réalité une république, où la vie sincère, la vie intellectuelle, la vie créative, la vie politique peut mener, se déployer, se développer de la manière la plus importante possible. Derrière cela, il y a aussi un grand attachement à la nation. Car si Péguy est un républicain, c'est un républicain français. Toujours cet alliage entre le singulier et l'universel, car pour lui, la France a une vocation tout à fait particulière. Il hérite cela de Jules Michelet, historien pour lequel il a une très grande admiration et qui va beaucoup l'inspirer. Et en cela, il a beaucoup lui-même inspiré Charles de Gaulle. On se souvient des premières pages des Mémoires de guerre. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Et on peut dire que Charles Péguy ne cesse d'exprimer cette certaine idée de la France tout au long de ses textes. La France est singulière, elle est une sorte de nation élue, car elle a pour vocation d'assurer la liberté dans le monde. C'est le sens aussi du combat de Péguy pour les peuples opprimés et des critiques très fortes qu'il fait à l'égard des gouvernements français ou de ses camarades socialistes qui ne dénoncent pas assez ces oppressions. C'est aussi le sens de son engagement aux côtés de Dreyfus, car pour lui, l'honneur d'un peuple est fait d'un seul pan. La raison d'État, quand bien même elle paraîtrait justifiée par toute chose, ne peut légitimer la condamnation d'un innocent, car alors c'est l'honneur de ce peuple qui est entaché à jamais, et il faut que l'on lève la main, on lève le glaive pour lutter contre cette injustice qui est faite, y compris à un seul homme. Charles Péguy, enfin, j'ai parlé beaucoup des aspects politiques, c'est une partie de son œuvre extrêmement importante et j'ai essayé de démontrer à quel point elle était cardinale, mais c'est aussi un homme plein de sensibilité. Et je voudrais évoquer seulement 2 thèmes pour terminer, qui, moi, me touchent beaucoup et qui sont très très importants dans son œuvre et surtout à la fin de sa vie. C'est en cela que je disais que son œuvre est le témoignage d'une vie, une sorte de confession, de journal intime qu'il ne cesse d'écrire, parce que même lorsqu'il parle de sujets extrêmement larges, mondiaux, politiques, d'actualité, à chaque fois il exprime sa propre sensibilité. 2 sujets donc qui le touchent particulièrement, c'est l'homme de 40 ans et c'est le père de famille. J'aurais pu évoquer aussi l'homme amoureux, car Péguy a connu une passion un peu vaine, platonique, avec une femme qu'il a beaucoup aimée et pour laquelle il a écrit des centaines de quatrains dans un très beau texte que je vous conseille, c'est « Ballade du cœur qui a tant battu ». L'homme de 40 ans, ce sont des très beaux textes que l'on trouve dans plusieurs ouvrages de Péguy où il exprime toute la difficulté qu'il y a à atteindre cet âge, lui qui va le connaître très peu puisqu'il meurt à 41 ans, dans un contexte qui lui est personnellement très difficile, avec de graves difficultés financières et une forme de dépression en quelque sorte qu'il a habité. Et je vous cite ce texte tiré d'un des ouvrages les plus importants de Charles Péguy, c'est Victor-Marie Comte Hugo, à propos de cet âge de 40 ans. Je le cite. 40 ans est un âge terrible car il ne nous trompe plus. 40 ans est un âge implacable, il ne se laisse plus tromper. Il ne nous en compte plus. Il ne veut plus, il ne souffre plus que l'on lui en compte. Il ne cache rien, on ne lui cache rien. Il ne nous cache plus rien. Tout se dévoile, tout se révèle, tout se trahit. 40 ans est un âge impardonnable, ce qui, dans le langage du peuple, à Lévi, veut dire qu'il ne pardonne rien, car c'est l'âge où nous devenons ce que nous sommes. Or, ce que je suis, à Lévi, il suffit de me voir, il suffit de me regarder un instant pour le savoir. Un enfant y pourvoirait, j'ai beau faire, j'ai eu beau me défendre. En moi, autour de moi, dessus moi, sans me demander mon avis, tout conspire. Au-dessus de moi, tout concourt à faire de moi
un paysan non point du Danube, ce qui serait de la littérature encore, mais simplement de la vallée de la Loire, un bûcheron d'une forêt qui n'est pas même l'immortelle forêt de Gâtine, puisque c'était la périssable forêt d'Orléans, un vigneron des côtes et des sables de Loire. Déjà, je ne sais plus quoi dire, ni même comment me tenir, même dans ces quelques salons amis où j'allais quelquefois. Je n'ai jamais su m'asseoir dans un fauteuil, non par crainte des voluptés, mais parce que je ne sais pas. J'y suis tout raide. Ce qu'il me faut, c'est une chaise ou un bon tabouret, plutôt la chaise pour les reins, le tabouret quand j'étais jeune. Et là, on voit apparaître dans ce texte de Péguy cet âge où il a besoin de revenir à ce qu'il a été et ce qu'il demeure, rester fidèle à ce petit garçon qui était le fils d'une rempailleuse de chaises dans le faubourg Bourgogne à Orléans, qui a connu la pauvreté, qui a connu l'absence d'un père et qui sans cesse renvoie à son enfance. Tout est joué avant que nous ayons 12 ans, écrit-il dans l'Argent. Et de ce point de vue, lorsqu'il atteint l'âge mûr, lorsque ses enfants commencent à grandir, qu'il est face à de grandes difficultés, il revient à ce refuge naturel qui a été son enfance, une enfance plutôt heureuse d'une certaine manière, et qui l'a forgé. Avec toujours aussi ce complexe. Aujourd'hui, les sociologues parleraient de transfuge de classe ou de sentiment d'imposture en quelque sorte. Péguy s'est toujours trouvé un peu déplacé par rapport au milieu dans lequel il évoluait. Il sera, comme il l'a dit, toujours ce bûcheron de la forêt d'Orléans, parmi le milieu parisien, parmi les écrivains, parmi les intellectuels. Et pour le comprendre, il faut absolument saisir à la fois cet attachement à cet âge d'or qui a été son enfance, un âge d'or un peu fantasmé, mais aussi ce sentiment d'être toujours un peu en rupture, en marge, à la frontière dans la société. Le deuxième point important, c'est le père de famille. On ne peut pas comprendre Charles Péguy sans faire référence à cette phrase célèbre de Victor-Marie Contugo en 1910, « Les pères de famille, ces grands aventuriers du monde moderne ». Pour lui, la présence de ces enfants va être absolument importante à tel point que quand l'un d'entre eux va tomber malade, il va inaugurer ce qui va devenir le grand pèlerinage de Chartres et qui vont nous offrir, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais qui vont nous offrir les plus belles pages de la poésie de Charles Péguy autour de Notre-Dame de Chartres et de cette plaine de Beauce qu'il va parcourir avec ses amis, parfois seul, et qui va marquer son œuvre au moment où il va revenir au catholicisme à la fin des années 1900. Cette idée de l'enfance ainsi retrouvée, protégée, celle de ses propres enfants, mais plus généralement des enfants, c'est l'idée d'une forme d'innocence également, de capacité à ne pas tomber dans le vieillissement, dans cette espèce de dégénérescence qui touche à la fois les individus et les sociétés, qui conduisent à ce qu'on oublie la fraîcheur de ce que peut être la vie, avec cette lucidité, cet œil nouveau qui fait voir de manière un peu oblique la réalité qui est devant nous pour mieux en saisir l'exacte vérité. Et derrière, il y a aussi ce lien fondamental entre l'enfance et l'espérance. Ça n'est pas un hasard, et je vais reprendre un de ces textes, ça n'est pas un hasard si dans ces trois vertus théologales, pour reprendre un terme théologique, que sont la foi, la charité et l'espérance, Péguy préfère l'espérance, qu'il compare à une toute petite fille qui mène avec elle ses deux grandes sœurs que sont la foi et la charité. Car sans espérance, il n'y a rien. Et je voudrais terminer mon propos en vous lisant un extrait d'un des plus beaux textes, il y en a tant, du Porche du mystère de la deuxième vertu, un long poème écrit en 1912 par Charles Péguy. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas. Ça n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. Dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, dans toutes mes créatures, dans les astres du firmament et dans les poissons de la mer, dans l'univers de mes créatures, sur la face de la terre et sur la face des eaux, dans les mouvements des astres qui sont dans le ciel, dans le vent qui souffle sur la mer et dans le vent qui souffle dans la vallée, dans la calme vallée, dans la recoite vallée, dans les plantes et dans les bêtes des forêts, et dans l'homme, ma créature, dans les peuples et dans les hommes et dans les rois et dans les peuples, dans l'homme et dans la femme, sa compagne,
et surtout dans les enfants, mes créatures, dont le regard est dans la voix des enfants. Car les enfants sont plus mes créatures que les hommes. Ils n'ont pas été encore défaits par la vie. De la terre et entre tous, ils sont mes serviteurs, avant tous. Et la voix des enfants est plus pure que la voix du vent dans le calme de la vallée recoite. Et le regard des enfants est plus pur que le bleu du ciel, que le laiteux du ciel, et qu'un rayon d'étoiles dans la calme nuit. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas, cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, immortelle. Car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes comme mes autres créatures, de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle, la charité est une mère ardente, pleine de cœur, ou une sœur aînée, qui est comme une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme Janvier, avec ses petits sapins en bois d'Allemagne, couverts de givre peint, et avec son bœuf et son âne en bois d'Allemagne, peint, et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas, puisqu'elles sont en bois. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes, cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes résolus. Et plus loin, toujours dans le même texte, et cette fois ce n'est plus Dieu qui parle, mais un homme, dans un éclair, il voit ses trois enfants qui jouent et qui rient au coin du feu. Ses trois enfants, deux garçons et une fille, dont il est le père devant Dieu. Son aîné, son garçon, qui a eu 12 ans au mois de septembre, sa fille qui a eu 9 ans au mois de septembre, et son cadet qui a eu 7 ans au mois de juin. Ainsi la fille est au milieu, comme il convient, afin qu'elle soit défendue par ses deux frères, dans l'existence, un avant et l'autre après. Il pense avec tendresse à ce temps où il ne sera plus. Peut-être que, n'est-ce pas, on ne peut pas toujours être. On ne peut pas être et avoir été, et où tout marchera tout de même, où tout n'en marchera pas plus mal, au contraire, où tout n'en marchera que mieux. Au contraire, parce que ses enfants seront là pour un coup. Il pense à ses enfants qu'il a mis particulièrement sous la protection de la Sainte Vierge, un jour qu'ils étaient malades et qu'il avait eu grand peur. Il pense encore en frémissant à ces jours-là, qu'il avait eu si peur pour eux et pour lui, parce qu'ils étaient malades. Il en avait tremblé dans sa peau à l'idée seulement qu'ils étaient malades. Il avait bien compris qu'il ne pouvait pas vivre comme cela, avoir des enfants malades. Et sa femme qui avait tellement peur, si affreusement, qu'elle avait le regard fixe en dedans, et le front barré, et qu'elle ne disait plus un mot, comme une bête qui a mal, qui se tait, car elle avait le cœur serré, la gorge étranglée comme une femme qu'on étrangle, le cœur dans un étau. La gorge dans des doigts, dans les mâchoires d'un étau. Sa femme qui serrait les dents, qui serrait les lèvres et qui parlait rarement et d'une autre voix, d'une voix qui n'était pas la sienne, tant elle avait affreusement peur et ne voulait pas le dire. Mais lui, par Dieu, c'était un homme. Il n'avait pas peur de parler, il avait parfaitement compris que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Ça ne pouvait plus durer comme ça. Lui, hardi comme un homme, il avait pris par la prière, il avait pris, il faut que France, il faut que chrétienté continue, ses trois enfants dans la maladie, dans la misère où ils gisaient, et tranquillement, il vous les avait mis, par la prière, il vous les avait mis, tout tranquillement dans les bras de celle qui est chargée de toutes les douleurs du monde, et qui a déjà les bras si chargés, car le Fils a pris tous les péchés, mais la mère a pris toutes les douleurs. Je crois qu'après ce texte de Péguy, qui j'espère va vous inciter à le lire, à le relire, car Péguy est l'auteur de toute une vie, je crois qu'après ce texte de Péguy, il n'y a plus grand-chose à ajouter. Péguy, l'auteur de toute une vie, comme je l'indiquais en introduction, auteur de toute une vie parce que c'est sa vie qui se déroule devant nous quand on lit ces pages, mais c'est également un auteur que l'on lit différemment, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, et plus tard encore. C'est un auteur dans lequel il est parfois difficile de se plonger, mais une fois que vous y êtes plongé, il vous happe, il vous prend avec lui, et finalement c'est lui que vous prenez avec vous
pour toute une vie.